Florence, merci, d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir, sur mon podcast. Bonjour Aurélia, merci pour votre invitation. Alors aujourd'hui, ça va être, un épisode un peu spécial. J'avais envie pour la Saint-Valentin de faire une sorte de masterclass sur le sujet, de l'amour, du couple et de la, sexualité. Et pour commencer, ce podcast, je vais vous laisser, vous présenter, de la manière, dont vous le souhaitez. D'accord. Donc, je m'appelle Florence Escaravage et j'ai monté Love Intelligence en 2007, donc il y a 19 ans déjà, euh, avec la volonté d'aider les hommes, les femmes, célibataires ou en couple, dans l'abord de leur vie affective, dans des moments où ils sentaient que ils stagnaient. Voilà. Et donc, moi-même, j'ai été en fait poussée à cette époque-là par mon entourage pour construire une méthodologie d'accompagnement. J'avais pendant des années, un peu comme Monsieur Jourdain, aidé autour de moi. J'étais dans le conseil en stratégie pour un grand groupe, mais à un moment donné, ça a pris trop de place dans ma vie. Il y avait des gens que je ne connaissais pas, qui souhaitaient que je les aide en amour, voilà. Et donc, je me suis dit que j'avais une pierre à apporter à l'édifice des relations amoureuses. Et donc, bah, j'ai créé un comité d'experts et j'ai couché par écrit cette méthodologie sur la connexion émotionnelle qui semblait réussir à mon entourage. Voilà. Et depuis lors, bah, on a accompagné 130 000 personnes Ah oui, OK. euh, Mmh. dans l'abord de leur vie affective. On a formé aussi près de 180 professionnels, OK. soit des personnels de santé qui viennent rajouter une corde à leur arc dans l'exercice de leur métier, soit des gens qui ont envie de faire ce métier d'accompagnement à la vie affective. Love coach, c'est pas un terme que j'adore, mais c'est peut-être plus explicite. Et alors, qu'est-ce que tu rencontres le plus souvent en consultation comme problématique Alors, nous, on a 60% de personnes célibataires qui traversent une phase de leur vie où elles comprennent pas à un moment donné pourquoi ça fonctionne pas pour elles. Voilà, elles traversent plein d'idées comme je suis pas faite pour l'amour, ça marchera jamais pour moi, rien ne se passe, c'est le désert de Gobi en ce moment et je sais plus comment m'y prendre en fait pour construire ma vie affective. Parce que nous, on aide les personnes que dans une logique de construction de leur vie affective. Donc ça, c'est le problème numéro un que l'on rencontre. Et donc, souvent, bah, des femmes qui sont empêchées, des femmes ou des hommes, hein, des femmes ou des hommes qui se sentent empêchés dans leur vie affective par un schéma, ou tout simplement sans comprendre ce qui leur arrive, qu'on fait moult rencontres ou très peu de rencontres, qui peuvent avoir peur comme au contraire voilà, mener grand train. Donc, ça, c'est la première clientèle, entre guillemets. Puis la deuxième, ce sont les couples qui traversent voilà, un moment où ils ont envie vraiment d'être aidés pour faire avancer leur vie affective dans une démarche voilà, de reconnexion à l'autre et de conseils concrets pour s'aimer à nouveau, retrouver cette connexion des débuts, parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, ou qui s'est perdu, ou qui a été abîmé. Alors, dans un autre style, moi, je voulais te parler d'abord là, d'un paradoxe que j'avais entendu à la radio, le résultat d'une étude qui disait que voilà, les gens font de moins en moins l'amour et surtout chez les jeunes, alors qu'on est envahi d'images sexuelles en permanence. Et du coup, je voulais avoir, toi, ton avis là-dessus. Comment tu expliques ce paradoxe? Alors c'est marrant parce que je viens de faire 2 coachings ce matin sur ce sujet-là. Eh bien, le paradoxe, c'est que l'intimité, c'est quelque chose de très fort, puisque ça demande du lâcher prise. Du lâcher prise pour l'homme et une autre forme de lâcher prise pour la femme. Le lâcher prise pour l'homme, il est très fort, puisque sans ça, ça fonctionne pas. Mm. Voilà. Et pour la femme, ça peut faire mal s'il n'y a pas de lâcher prise. Alors, ensuite, il y a une forme d'intimité qui est tellement forte que bah, finalement, cette révolution hormonale, elle est à son apogée dans, euh, dans l'acte sexuel. Voilà, on connaît les hormones de l'attachement aussi, qui sont plus fortes chez les femmes que chez les hommes, mais qui néanmoins existent chez les hommes. Et donc, dans cet acte sexuel, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui nous dépassent. Et donc, quand on a vécu cela et le lendemain, ben, finalement, on ne se reconnaît pas dans les mots
qu'on a pu énoncer, ou alors on a été déçu parce que finalement on pensait qu'on était en train de faire évoluer notre relation, puis on n'a plus de nouvelles, et bien Mmh. finalement on se protège. L'un, parce qu'on peut se protéger, parce qu'on se dit, bah, finalement, ça a tellement d'impact, la sexualité, ben, je préfère pas faire n'importe quoi. Et l'autre, parce que ben, on a égratigné l'estime de nous-mêmes dans une relation ou plusieurs relations où finalement la relation n'a pas évolué, et donc on préfère s'en préserver. Et donc ce qui domine un peu en ce moment, bah, c'est ça, c'est plutôt l'appréhension, la peur, euh, de relations qui peuvent abîmer l'autre, qui peuvent abîmer soi, et donc on n'est plus mesuré. J'avais donc notamment entendu parler, tu sais, de l'impact que peut avoir le porno chez les jeunes qui commencent leur vie sexuelle et d'où une certaine anxiété de performance. Comment, pour les personnes qui connaîtraient ça, qu'est-ce qu'on peut leur dire comme oui, conseil pour que ils vivent de manière plus épanouie leur relation intime? Mais moi, tu vois, Aurélia, j'essaye de te répondre sans te dire c'est multifactoriel, etc. Mais évidemment que le porno a une incidence, mais je pense pas que ça soit la première raison. Le Mmh. porno a toujours existé, de manière moins forte qu'avant. Il déconstruit notre rapport à la sexualité, surtout chez le masculin. Mais c'est pas la peur de la performance qui fait que les jeunes font moins l'amour. C'est plutôt le non-climat de confiance qui s'installe pas suffisamment pour que justement on ose ne pas avoir peur de ces problèmes de performance. Euh, on- il y a trop de peur en fait dans l'abord de la sexualité, MeToo, tout ça, ça joue. Mais ce qui manque vraiment pour que la sexualité retrouve toute sa place de manière saine, en fait, c'est ce climat de confiance où on a posé le cadre tous les deux. Voilà, ça va être notre première relation où cette relation, on est en train de la faire grandir. Mais en fait, on est heureux parce qu'on a posé le cadre, on sait où on va. Mmh. T'inquiète pas, s'il y a un souci, je vais te guider. Voilà. Et ces mots-là, on ne sait pas les utiliser. On ne sait pas très bien parler de nos ressentis. On a peur de nos propres ressentis parce que on a pu ressentir quelque chose pour quelqu'un, puis finalement, ça s'est envolé au bout de 3 jours. Donc, le climat de confiance n'y est pas. Et, euh, et donc, chacun se replie. C'est pas qu'une question de performance. Ouais, en fait, ce que tu es en train de dire, ce serait un manque de connexion émotionnelle et de communication dans le couple. Ouais, c'est un manque. En fait, la connexion, elle peut être là, mais la communication, en effet, n'y est pas. C'est-à-dire que, voilà, comme je suis empreinte de mon désir, je sais pas si mon désir, il est pas en train de me faire perdre la tête et que je te dis des mots, mais finalement, je vais peut-être te quitter 48 heures après parce que, ou même le lendemain matin, parce que ça m'est déjà arrivé avec tellement de filles. Voilà. Donc, dans le doute, Mmh. j'ai envie d'abîmer personne, j'ai envie de pas faire de bêtises, donc finalement, j'y vais pas. Et les femmes, c'est peut-être d'oser dire, voilà, continuons à nous voir, continuons à nous désirer intellectuellement, physiquement, continuons à développer cette connexion. Et puis, la sexualité, je te repousse un petit peu tant qu'on n'est pas sûr, toi et moi, que finalement, on va avoir un espace de plaisir qui aura eu d'autres fondements au préalable. Et les autres fondements, ça sera justement une connexion émotionnelle qui aura été bien ressentie. Un autre fondement, ça aura été très important, ça. L'énonciation d'un sentiment. Tu m'as manqué, j'ai souvent pensé à toi, j'ai envie de te revoir. Voilà, ça me ferait plaisir qu'on passe un pas de plus ensemble. Et puis dans 15 jours, peut-être qu'on pourrait passer ce week-end ensemble. Voilà, énoncer des choses où on se projette un petit peu dans l'avenir. Et puis une connexion donc intellectuelle, spirituelle, c'est-à-dire qu'on sent quand même qu'on a une valeur commune ou la différence de l'autre qui vraiment nous attire, un univers qui nous attire. Et tous ces fondements, ils sont là. Et donc là, dans ces moments-là, la sexualité, on peut y Mmh. aller avec beaucoup plus de sérénité, de lâcher prise, de confiance, parce que on sait que quoi qu'il se passe pendant cette première nuit ou ces premiers ébats, en fait, on a déjà créé d'autres connexions. C'est comme une chaise, quoi. Euh, les 4 piliers de la chaise. Le dernier pilier, c'est la sexualité. Les trois autres piliers de la chaise, c'est connexion intellectuelle, connexion émotionnelle, connexion spirituelle, ses valeurs, son univers.
Et quand on a ces trois-là, on peut y aller sur la sexualité avec beaucoup plus de sérénité. Et alors, je voudrais parler d'un autre sujet aussi, les applications de rencontres. Parce que j'ai un avis un peu partagé là-dessus, dans le sens où, d'un côté, ça peut être une super manière de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans sa vie de tous les jours. Mais d'un autre côté, j'ai pas l'impression que ça permet de vraiment rencontrer l'amour, dans le sens où, quand même, sur les applications de rencontres, c'est beaucoup de personnes qui recherchent à consommer ou à réparer un ego blessé. Et je sais pas si c'est vraiment du coup efficace pour pouvoir rencontrer l'amour. Et déjà, peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est l'amour Oula, alors si qu'est-ce que C'est un c'est vaste l'amour? Je vais d'abord répondre à ça, puisque l'amour, c'est un chemin. Voilà. Donc les applis de rencontre, il y a ça qu'elles ne disent pas, en fait, implicitement. Les applis de rencontre, elles disent l'amour, c'est une compatibilité. Alors qu'en fait, non. L'amour, c'est pas une compatibilité. Et tout le monde aujourd'hui pense que l'amour, c'est une compatibilité. Alors qu'en fait, l'autre, il n'est que le produit de ce que j'engage. Moi, avec mon mari, là, dans 2 heures, si j'ai envie de passer une mauvaise soirée, ben, je me donne 1 minute, je sais très bien quoi faire. Si j'ai au contraire envie d'aller passer une magnifique soirée, de bien connecter émotionnellement, d'aller en profondeur sur des sujets, de l'amener à se livrer, je sais aussi très bien faire. Donc en fait, l'autre n'est que le produit de ce que je vais engager dans ce lien. Et aussi dans la confiance que je vais mettre pour qu'il puisse se livrer en justesse, en vérité, sans faux semblant, en jouant pas un autre que ce qu'il est. Et donc quand on est face à une appli de rencontre, on est sur quelque chose de froid, des photos, souvent pas d'annonce ou des petites phrases un peu simplettes pour aller définir les contours d'une personnalité. Et puis on se dit, sa personnalité, elle va me convenir ou elle va pas me convenir. Alors en fait, c'est pas ça. Imaginez une femme qui aurait eu 3 ans de relation et qui va se définir à travers ces 3 ans de relation. Mais en fait, pas du tout. Cette femme, dans une autre relation, avec un autre homme, elle va pouvoir être tellement différente. Peut-être parce que cet autre homme, elle va se sentir en confiance, elle va se sentir aimée, elle va se sentir aimée pour ce qu'elle a d'unique, elle va, euh, elle va pouvoir revenir à l'amour comme un terreau de confiance et puis se développer individuellement, professionnellement, parce qu'elle sait qu'il y a ce terreau d'amour. Ça ne sera pas du tout la même femme pendant cette nouvelle relation. Alors que donc, dans un site de rencontre, cette femme, elle va peut-être avoir eu ces 3 ans de relation passée où son estime de soi a été un peu abîmée, elle a perdu confiance, voilà, et donc elle a été un peu étriquée, elle n'a pas pu développer ses ailes. Et donc, elle va se comporter sur un site à vouloir sécuriser la relation, sécuriser certains critères, aller chercher certains critères, ce qui est de bonne foi et en toute logique, mais ça va l'amener à rater ses rencontres. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre que les applis, c'est juste des plateformes de mise en relation qui sont pas menées par des gens qui veulent vous faire rencontrer forcément très vite. Euh, des gens qui vous disent pas la différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes sur cette appli. Et parfois, c'est pas un rapport de 10 ou 20% de plus, parfois c'est un rapport de 1 à 10. Mais personne ne le dit. Voilà, donc il faut comprendre que les applis de rencontre, c'est un moyen aujourd'hui qui est un moyen technique. Et donc il faut ne le prendre que comme un moyen technique. Et pas comme. Et donc il faut se dire, voilà, si dans ma vraie vie, j'ai pas forcément le courage d'aller m'inscrire à la salsa, au tennis, d'aller à l'UCPA ou je ne sais où, faire des rencontres, ou j'ai pas assez de soirées, pas assez d'anniversaires, je travaille beaucoup, je ne sais quoi, ou j'ai tout ça, mais c'est quand même difficile pour moi. Les applis de rencontre, ça fonctionne à partir du moment où on s'y prend bien. Et s'y prendre bien, c'est compliqué. Nous, bon, c'est notre métier parce que ça fait 19 ans qu'on les pratique, les applis. Parce que quand on a un accompagnement avec une personne célibataire, on essaye de travailler vraiment autre chose que les applis. Mais souvent, les applis, c'est une aide parce que en fait, en y consacrant 20 minutes par jour et en faisant 3 ou 4 rencontres hyper bien sélectionnées, au bout d'un mois et demi, l'appli, on la ferme. L'appli, c'est pas fait pour être utilisé pendant plusieurs années. Une appli, c'est pour être utilisée pour faire 2, 3, 4 rencontres. Et si au bout de ces 4 rencontres, on n'a pas rencontré la bonne personne, c'est que en général, on s'y est pas bien pris. C'est que on s'est pas vraiment engagé quelque chose.
dans le lien qui fonctionne bien. On ne sait pas poser les bons critères à l'écrit. On ne sait pas bien définir son profil. On n'ose pas écrire une annonce qui tout de suite appelle le digne chez l'autre. On met pas des photos qui sont cohérentes, qui envoient de la congruence, de la cohérence. Bref, il y a tellement de choses qui sont importantes dans une appli. Aussi, il faut discuter peu de temps, mais aller vérifier certaines choses et les vérifier de sorte que l'autre se sente en confiance. Bref, nous, bon, c'est notre métier. Il y a une masterclass là qui s'appelle, enfin, la masterclass de l'homme intelligent sur les célibataires. On travaille beaucoup cela pour aider les gens à réussir leur rencontre. La masterclass, elle vaut 39 euros. Alors voilà, c'est facile. Et sinon, dans nos accompagnements en face à face ou en visio qui durent en général 6 mois, ben, on est à côté de la personne en général pour lui montrer en fait, la toute petite voix sur une appli parce qu'il ne faut pas abandonner les applis. Les applis, pour de nombreuses personnes, elles sont un peu incontournables parce qu'elles n'ont pas l'occasion dans la vraie vie de faire ces rencontres-là. Bah, c'est ça, enfin, ce que j'allais dire, c'est que, alors peut-être avant, il y a 50 ans, on rencontrait encore des personnes je sais pas, au bas du village ou peut-être, je sais pas, peut-être qu'on se parlait plus dans les bars. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même compliqué de rencontrer des personnes à l'extérieur parce que bah, chacun, peut-être que quand les personnes sont dans un bar, bah, se cristallisent un peu dans leur groupe et parlent pas forcément à d'autres personnes. Donc sans application, c'est vrai que je me demande aujourd'hui comment on ferait. Souvent, on est pollué par les loulous qui se comportent pas bien ou par les femmes qui annoncent des critères qui peuvent être un peu exclusifs. Bon. Donc, faut se dire qu'il y a des gens bien derrière les applis. Il y a des gens blessés derrière les applis, il y a des gros lourds derrière les applis, il y a des gens, des gentlemen derrière les applis. Voilà, il y a tout un monde. Toute la Et faune donc, humaine. il faut soi-même être vraiment être très digne pour inspirer confiance, ouvrir à l'échange, décrire qui on est. Voilà, nous, on met une bonne, enfin, on amène les gens à répondre aux questions là, de l'étape 3 de la masterclass pour aller chercher les axes fondateurs de leur personnalité, aller comprendre qu'est-ce qui est vraiment, quel est leur monde sensible, quelle est, quelle phase de vie ils traversent, pour que on puisse avoir 4-5 lignes qui sont très justes, très pures dans la réalité de notre personnalité et de la phase de vie qu'on traverse, de la trajectoire qui a été la nôtre et celle qu'on a envie de tracer. Et donc, quand quelqu'un lit ça, ben, tout d'un coup, waouh, ben, il y a 90% des personnes qui vont abandonner parce qu'elles ne sont pas du tout dans un plan construit. Et puis les autres, au contraire, qui sont dans cette démarche-là, elles, elles seront en confiance et c'est une invitation tout d'un coup à avoir quelques minutes d'échange de qualité, ça change tout. Mmh. Mais alors, tu disais tout à l'heure que, il y avait pas de compatibilité, en amour, mais qu'est-ce qui fait qu'un couple va durer quand même, quoi, dans le temps? Mais un couple, ce qui va durer, c'est pas sa compatibilité. Ah, Ça va jouer pour 5% la compatibilité. Pourquoi? Parce que tu peux rencontrer quelqu'un qui correspond à tous tes critères, qui est sympa, avec qui tu connectes bien intellectuellement, tu as un centre d'intérêt commun, je sais pas moi, le kitesurf, le kayak, le mmh. tennis, donc c'est chouette. Tu es de même niveau social, ou j'en sais rien moi, ou tu aimes ce même sport, mais dans l'exercice du lien, dans le partage, ben, tu as quelqu'un qui est pas au rendez-vous en fait, qui te transforme en petit moineau, où toi tu quémandes du temps de qualité, où tu quémandes un peu de vision de l'organisation de la semaine. Tu as quelqu'un qui se braque vite, tu as quelqu'un qui te l'a fait à l'envers sur certains sujets parce que c'est trouble ce qu'il raconte. Voilà. Donc la première chose qui compte, c'est déjà d'avoir quelqu'un qui est ancré et quelqu'un qui a une aptitude à, à communiquer, à s'intéresser à l'autre. Mais le plus fondamental, c'est quelqu'un qui est engagé dans le lien. Et donc, quelles que soient vos différences, parce qu'il y en aura toujours, quelles que soient les difficultés qui se présenteront, une adolescence, un premier enfant, la perte d'un être cher, un problème de boulot, eh bien, il saura être dans la construction avec sa partenaire ou son partenaire. Donc, il y a ça, c'est 90% de la réussite d'une relation. C'est comment j'engage
comment je m'engage, comment je suis pas flottant sur mes bases, mais au contraire, voilà. Et pour en arriver là, et c'est là où le problème se passe parfois sur les sites de rencontres, c'est qu'on dit ok, je vais rencontrer quelqu'un comme ça, mais en fait ça marche pas, parce que c'est pas, il y a les blancs et les noirs, il y a les gens qui sont comme ça et les gens qui sont pas comme ça. C'est pas blanc ou noir le truc, c'est il y a les gens qui deviennent comme ça parce que la connexion émotionnelle est établie. Et donc, il pouvait être infophobique de l'engagement, le gars. Moi, j'ai vu des relations. Là, j'ai eu une certaine Sonia qui m'a écrit. Voilà, elle a rencontré quelqu'un qui était avec un phobique de l'engagement, puis aujourd'hui, ça fait 3 ans bientôt qu'elle est avec lui. Donc, on peut. C'est la connexion émotionnelle avec l'autre, cette qualité d'échange qu'on a avec l'autre qui, tout d'un coup, va le décrasser, entre guillemets, de sa vision des relations un peu sclérosantes ou un peu dans la consommation, ou peut-être qu'il a envie de construire, mais que il n'a jamais réussi, mais tout d'un coup, la connexion émotionnelle est là. C'est pour ça que moi, il y a 19 ans, j'ai fondé Love Intelligence, c'est parce que j'avais le sentiment d'avoir à la fois cette vision de la connexion émotionnelle qui était la pierre angulaire de toutes les relations, et aussi un peu comme une oreille absolue, comme on dit en musique, pour aller entendre les fausses notes dans le comportement de quelqu'un dans une relation. Voilà. Et le comportement qui dissonne de quelqu'un dans une relation, c'est parce qu'en fait, parfois, cette personne-là, elle pose des actes qui viennent couper la connexion émotionnelle. Et dès lors qu'on ne coupe pas la connexion émotionnelle, la relation, elle peut partir très très loin, quand bien même vous n'avez pas beaucoup de points communs, quand bien même vous n'êtes pas du même milieu social, quand bien même vous n'avez pas, il y en a un qui est très croyant, l'autre pas, tout ça, ça s'envole, vous voyez. On vient avec ses critères sur les femmes. Moi, j'entends beaucoup chez Love Intelligence, je veux un homme charismatique, ou je veux un homme qui a de l'humour, ou je veux quelqu'un qui a vraiment une hygiène du sport, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais finalement, l'amour, c'est se laisser surprendre et à un moment donné, avoir cette aptitude pour créer cette connexion émotionnelle. Ben justement, comment on la développe, cette connexion émotionnelle? Ça se travaille? Ben, ben, non, en fait, alors, nous, on aide à ça, là, dans cette masterclass. C'est principalement l'étape 3. C'est à peu près 5 ou 6 heures de travail pour aller vraiment comprendre. Déjà, la première étape, c'est qu'est-ce que je dois livrer de moi qui ressemble à quelque chose qui vibre. Donc, forcément, on va piocher dans le vulnérable, on va piocher dans les forces, on va piocher dans quel papillon je suis qui est en train de sortir de sa chrysalide, parce qu'on est toujours en mouvement, on est toujours en train d'aller nous transformer. Voilà. C'est quoi mon système solaire? C'est-à-dire, c'est quoi mes points d'ancrage? La famille, les amis, le sport, le yoga, la philo, le kayak, la salle de sport, j'en sais rien. Et qu'est-ce qui tourne autour de moi? Si moi je suis le soleil, quels sont mes points d'ancrage? Et puis ça va être, voilà, des jolies choses sur nos rêves de demain, sur nos sensibilités. Donc déjà, avoir fait ce travail-là, moi parfois sur l'étape 3, j'en ai qui travaillent 7 ou 8 heures. Parce que c'est tellement fondamental d'augurer un rendez-vous en ne parlant pas de notre dernier voyage, du dernier théâtre ou film qu'on a adoré, ou de la série, ou de ce super resto qui vient d'ouvrir. Tout ça, c'est super sympa, mais je peux en faire au kilomètre des rendez-vous comme ça. Mmh. Donc le type, s'il est intéressé par moi, il va peut-être être intéressé par moi parce qu'il me trouve intelligente ou jolie ou sportive ou je sais pas quoi, mais il n'aura pas spécialement été ému par qui je suis. Et l'état amoureux, c'est une émotion. Voilà. Mmh. Et donc après, il peut me trouver beaucoup plus petite que dans ses critères, ou beaucoup plus, ou trop grande, ou trop vieille, ou trop jeune, ou je sais pas quoi, mais on s'en fiche puisqu'on est ému et on a envie de se revoir. Et qu'est-ce qu'on en a à faire du fait qu'on voulait quelqu'un qui a de l'humour? Lui, il a pas spécialement d'humour, mais qu'est-ce que je fais des trucs hyper chouettes avec lui? Voilà. Et je voulais quelqu'un d'hyper charismatique, et puis finalement, non, c'est plutôt quelqu'un d'ancré, qui est, voilà, qui est réfléchi, qui a peut-être ses 5 ou 6 copains, mais qui n'en a pas 38. Que quand il part en vacances, il part plutôt à 2, à 3, et pas avec sa bande de potes. Mais en fait, ça me va très bien, j'adore. Vous voyez? Mmh. Donc, c'est ça la connexion émotionnelle, c'est se laisser surprendre par une personnalité, c'est être envoyé dans son univers. Voilà. Et donc, dans la méthode aussi, ce qu'on fait travailler, c'est l'étape 1. L'étape 1, c'est vraiment aller enlever. Vous savez, quand je vous parlais d'oreille absolue, c'est ça, c'est aller enlever tous les scories qui viennent polluer le petit cours d'eau qu'on est en train d'établir. Et ce petit cours d'eau, qui est un flux logique, on peut faire confiance. Et ben, de temps en temps, avec une réplique assassine, on coupe tout. Oh là là, dans mes accompagnements, ça, je l'ai vu. Et on repart, on rétrape, on rétropédale, vous voyez. Parce qu'on peut avoir une remarque qui, parfois, est
est pleine de bonne volonté. En fait, on veut sécuriser la relation. On veut être sûr qu'il a bien ça. On veut être sûr que, mais en fait, l'autre, il se sent tout d'un coup, même si c'est pas complètement conscient, il sent que l'autre, elle est en train de vouloir sécuriser les choses et que c'est pas son être qui l'attire, cette fille. Et là, on coupe Mm. un truc, et c'est violent en fait, parce que c'est comme un espace de liberté que l'autre n'a plus dans cette relation. Il va quitter. Et ça, c'est terrible. Voilà. Donc c'est pour ça que là, dans ce que moi j'appelle se libérer du passé, c'est comprendre que, en fait, avoir un immense espace de liberté dans la relation que je construis, que je démarre, bah, c'est fondamental. Et en même temps, c'est compliqué pour les gens parce qu'ils se disent, bah non, Florence, quand même, moi j'ai besoin d'aller vérifier ci, ça et ça. Oui, bien sûr qu'il y a des choses à vérifier, mais l'autre, il va tellement se transformer en fonction de la qualité de la connexion émotionnelle. Ouais. Vous pouvez avoir un type qui est dans sa phase sex friend, et puis bizarrement, il tombe sur vous, et puis les sex friends, c'est fini. Il a 33 ans, il a joué à ça pendant longtemps, il en a marre, et puis il va se marier un an après, ou il va faire un enfant avec vous un an après. Voilà. La connexion émotionnelle, c'est tout. Voilà. Et c'est celle-là qu'il faut comprendre. Comment ne pas l'entacher, l'abîmer, la salir. Mais est-ce que dans certaines situations, elle est suffisante? Dans le sens où, par exemple, je sais pas si, 2 personnes sont de cultures vraiment, différentes ou alors, il y en a une, c'est une vraie citadine et l'autre, il jure que par la campagne, par exemple. Est-ce que c'est pas des incompatibilités un peu trop fortes, même si, la qualité du lien est là? Mm. Bah attention, si on a deux personnes amoureuses, très amoureuses, parce que la connexion est là, bon bah elles trouveront des solutions. Là où peut-être qu'il faut savoir raison garder, c'est si voilà, je rencontre un homme qui a pas envie d'enfant et parce qu'il en a déjà deux grands et que moi j'ai envie d'enfant, j'ai ma vie à faire, là il vaut mieux que j'arrête la relation. Voilà. Après sur des raisons géographiques ou citadines, moi j'en ai vu hein, des grandes citadines avec des amoureux de la montagne. Mmh mh. Voilà, ils se retrouvent sur la moitié ou les deux tiers des vacances, et puis il y a un tiers des vacances qu'ils font indépendamment, où il y en a un qui va aimer. Là, j'en ai vu, là, mais des gens qui ont beaucoup d'années de couple, où il y en a une qui aimait pas la montagne, et elle s'est mise à aimer la montagne. C'est tout. Mmh. Voilà. Mais c'est plus sur le projet de vie. Voilà. Parfois, dans mes accompagnements, je dis attention, quand on rencontre quelqu'un qui veut plus d'enfants, et que soi-même on en veut, on se permet pas d'y aller dans la relation. Ouais. Oui, il faut aussi des fois, Faut respecter son projet de vie. ouais, voilà, c'est ça. Tandis que son projet de vie sur la mer, la montagne, tout ça, souvent les gens trouvent Mmh des- mh. une configuration qui plaît à tout le monde. Mais donc pour toi, parce que j'avais entendu parler de, différents, types de couples, différents schémas, ça n'a pas vraiment d'incidence sur la durabilité, du couple tant que, la qualité du lien, est là? Bah oui, Mmh. tu sais, on va tous traverser. Voilà, moi j'ai 3 enfants, 22 ans de couple. L'adolescence, ça secoue un couple. Ah Donc oui, oui. Je forcément, pensais ouais, quand j'étais ado. l'adolescence d'un enfant, ça peut être voilà une start-up qu'on monte et c'est compliqué, on est complètement envahi par les problématiques, les enjeux, tout ça. Bon, donc il faut rencontrer quelqu'un qui est stable sur ses bases, hein, Mmh. qui est dans le projet du couple sans à chaque dispute remettre en question le couple. Même si cette phase-là, la traversée, c'est normal. Mmh. C'est ce que j'appelle la phase 3 de la relation. C'est qu'à un moment donné, eh ben, on a tellement construit notre logique du monde, de la manière d'organiser des vacances, de ranger une chambre, de possiblement d'éduquer un enfant, qu'on veut amener l'autre à sa manière de voir. Mais toute la beauté du couple, elle va être justement dans le fait de respecter la vision de l'autre, parce que la vision de l'autre, elle est aussi saine que la nôtre. Mmh. Sauf évidemment si sa vision est complètement délétère. Mais vous voyez, il n'y a pas une manière de faire, il y a souvent plusieurs manières de faire. Même si quand on est le plus organisé, le plus rangé, on a le droit pour nous. Parce que si je range très très bien le lave-vaisselle, ben non, c'est comme ça qu'on range bien le lave-vaisselle. Mais en fait, on peut aussi mettre, je sais pas, les casseroles ou jeter les couverts. Ils seront peut-être moins bien lavés, mais bon, dans le pire des cas, ça marche quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, le couple, il est long. La vie de couple, elle est longue, pardon.
Et donc, ce qui est magnifique, c'est d'essayer de voir comment on a traversé chaque enjeu qui s'est présenté. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit, oh là là, on est toujours ensemble. Voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais en fait, on a approfondi l'amour. Et l'amour, à côté de ça, la petite amourette, ça ressemble à du pipi de chat. Mm. Tout d'un coup, vous tombez amoureuse parce que vous croisez quelqu'un de super, mais vous y allez pas parce que ce que vous avez construit, même si votre petit cœur là, il a été ébranlé parce que vous avez été attiré par une autre à un séminaire, lors d'une croisière ou je ne sais quoi, ben, vous y allez pas parce que vous connaissez la force de tout ce que vous avez construit et que l'attirance physique ou même une connexion intellectuelle avec quelqu'un vous amènera pas à faillir parce que vous connaissez la profondeur de toutes les autres connexions que vous avez établies Mm. avec le père de vos enfants, par exemple, ou avec celui avec qui vous avez décidé de faire un très long chemin. Pour parler d'une phrase toute faite, est-ce que le sexe est vraiment le ciment du couple? Alors, le sexe, le ciment du couple, je sais pas si c'est le mot ciment, mais je trouve que sans sexualité, la relation de couple au long cours est quand même très compliquée. Mm, Parce qu'il y a les hormones de l'attachement, parce qu'il y a une intimité, si vous voulez, qu'on offre au masculin, pour comprendre ça. C'est que l'homme, aujourd'hui, hein, parce que encore le modèle patriarcal n'est pas très éloigné, l'homme, dans l'espace de la sexualité, il se livre intimement, il lâche prise, il embrasse, il fusionne, vous voyez. Et donc, dans cet espace-là, eh bien, il y a beaucoup de connexions mm. qui mutent, qui bougent, qui ne seraient pas forcément aussi simples à émettre qu'avec les mots. Et donc, la sexualité dans un couple, ben, c'est quelque chose de fondamental. Parce que euh, à, ça nous aide à nous aimer, ça nous aide à nous reconnecter. Ça nous aide à nous reconnecter autrement qu'intellectuellement ou qu'émotionnellement. Voilà. Et puis, il y a les hormones de l'attachement qui rentrent en jeu. Donc, voilà. On peut dire le ciment. Je sais pas si c'est le bon mot, Mm. mais c'est fondamental. Et un couple qui n'aurait plus de relation intime, c'est forcément voué à l'échec, ou alors est-ce qu'on peut compenser avec d'autres choses ou... Oui, on peut compenser avec d'autres choses, avec la tendresse, mais un couple qui n'a plus de relation sexuelle, c'est un couple pour qui c'est plus difficile. Parce Mm, que c'est comme si vous aviez un liant naturel qui est plus là. Les hormones, voilà, donc il faut vraiment compenser avec de la tendresse, avec le fait de se prendre dans les bras, de se dire qu'on s'aime, etc. Mais parfois, on attache trop d'importance au désir. Vous voyez, le désir, ça va, ça vient. En revanche, l'importance d'avoir une sexualité, elle est là. Et le désir, comme dit Johnny, j'ai envie mm, d'avoir envie. Voilà. Et nous, quand on accompagne des couples qui n'ont plus de désir, ben, on ne les fait pas travailler sur autre chose que la connexion émotionnelle. Parce mm, que dès qu'à nouveau, il y a la connexion émotionnelle, le désir, il revient. mm. Ouais, ça c'est C'est lié. normal de certains moments de vie de traverser des longues phases sans désir. En revanche, si on est volontaire, et qu'on comprend qu'en fait on peut réactiver sa machine intérieure, alors c'est ça aussi le couple, c'est comprendre qu'il y a des enjeux dans la sexualité et qu'on peut retravailler son désir. D'ailleurs, vous voyez là, dans les formations que je donne aux professionnels, quand il y a des sexologues, eh bien, elles me disent que après la formation, en fait, elles changent leur manière d'exercer leur métier à certains moments parce que en repermettant à un couple de devenir amoureux, en ressentant à nouveau l'état amoureux, ben, la sexualité, elle coule de Mm. source beaucoup plus facilement. Ouais. Pour les couples où c'est ni la folie, mais ni non plus le marasme, ils sont Ouais. entre les deux, quoi. Quand est-ce qu'on sait quand il faut arrêter une relation ou alors que ça vaut encore le coup de se battre Ah, pour... ben, magnifique question, Aurélia. Alors, en effet, il ne faut pas arrêter une relation sans avoir un peu essayé de reconnecter émotionnellement. Donc, c'est marrant parce que ce matin, là, avec une jeune femme qui se posait un petit peu les mêmes questions que vous, je lui disais, est-ce que vous avez envie de le voir? Est-ce que vous avez toujours du plaisir à être avec lui? Est-ce que entre deux propositions de vacances avec lui ou avec d'autres copains, c'est avec lui que vous avez d'abord envie d'aller? Est-ce que c'est toujours un plaisir de le retrouver? Voilà, ça, ce sont des bons indicateurs. Maintenant, si ça commence à flancher sur les bases, faut te dire, est-ce que moi, j'engage quelque chose pour créer une qualité de lien? Est-ce que je le questionne? Est-ce que je cherche à comprendre ce qui l'anime en ce moment?
Quels sont ses rêves? Est-ce qu'il joue, je sais pas moi, j'allais dire au tennis. Est-ce que je cherche à comprendre pourquoi il aime le tennis? Il va voir tous les 15 jours sa grand-mère. Est-ce que je cherche à comprendre pourquoi il aime autant ce lien et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, est-ce que j'ai engagé ce que j'appelle l'incroyable écoute pour vraiment lui donner le sentiment que c'est son être qui m'intéresse? Mmh. Voilà. Comment je suis actrice ou acteur de la est-ce que je recrée les conditions pour avoir un moment pur avec lui? Est-ce que finalement, voilà, ça serait peut-être pas mal que j'aille faire cette balade en forêt avec lui ou que j'aille recréer un moment de qualité, un espace où on est un peu dépollué des téléphones et Mmh. je recrée ce moment-là. Ensuite, est-ce que je sais me faire respecter dans la relation? Est-ce que je sais tirer cette ligne de respect? Ça, c'est dans nos accompagnements, c'est souvent ça aussi, hein. C'est que parfois, je sais pas me faire respecter parce que je sais pas énoncer ces choses-là. Et ça s'apprend. C'est Mmh. pas si compliqué. Voilà. Et puis, est-ce que je me livre aussi? Et sinon, moi, dans mon livre là qui s'appelle Love Intelligence chez Larousse, qui est sorti il y a peu de temps, il y a un chapitre qui s'appelle les 3 préalables de la relation. Les 3 préalables pour continuer une relation de plus de 3 semaines. Mmh. Et donc ça, bon, je détaille en long, large et en travers, mais en clair, c'est est-ce que la relation, elle évolue? Si elle évolue pas, on arrête. Si la connexion émotionnelle, elle est là, elle est en place, mais que la relation, elle évolue pas, voilà, on dépasse pas le stade du resto, de l'après-midi ensemble, où voilà, il y a pas de projet, c'est pas clair. Bon, au bout de 3 semaines, on continue pas. Si on sent que la connexion, elle est pas mal, mais que derrière, la relation, elle ne progresse pas, il faut arrêter. Le deuxième, c'est qualité de communication. Est-ce que l'autre et moi-même, on sent que on a une connexion en dehors des sentiers battus, c'est vraiment nos êtres qui nous intéressent et que l'autre, il a cette capacité à communiquer pour que vraiment on soit dans le partage quand même. Et le troisième, c'est l'autre ne doit pas avoir de projet de changement sur moi. Il n'est pas en train de me dire change de formation, coupe-toi les cheveux, fais-toi ci ou ça d'un point de vue physique ou coupe les relations avec cette copine, elle est bête. Voilà, Mmh. ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être sensées, mais, mais il n'a pas de projet de changement sur nous. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis est important dans le sens où, on a l'impression qu'une fois qu'on est en couple, bah, ça y est, on a réussi, c'est bon et ça continuera comme ça toute la vie. Alors qu'en fait non, c'est un vrai travail quoi d'être en couple et si, bah, on ne travaille pas, au fil du temps, il meurt quoi. Ouais, c'est ça, parce que si tu veux, la différence entre l'état amoureux et l'amour, c'est que l'état amoureux, entre guillemets, tu es une victime. C'est-à-dire que, voilà, il y a du fantasme de l'autre, il y a du mystère, la relation n'est pas encore complètement consolidée, donc il y a du manque, il y a des attentes, voilà. Et tout ça, les papillons dans le ventre, ils sont aussi là parce que le climat de confiance, il n'est pas complètement établi, qu'on ne sait pas encore complètement ce qu'ils pensent, que bon. Voilà. Donc ensuite, quand, quand la connexion se met à vraiment s'établir, qu'il y a une magnifique confiance entre nous deux, ben là, l'état amoureux, il peut s'épanouir, mais à un moment donné, il va se transformer. Mmh. Parce qu'on va reprendre nos esprits, qu'on va reprendre notre discernement, et donc on va se mettre à voir l'autre vraiment tel qu'il est. Et c'est là où l'amour rentre vraiment en jeu. C'est là où je décide d'aimer l'autre tel qu'il est et je ne suis plus victime de cette révolution hormonale où voilà, je cristallisais, comme Stendhal l'explique magnifiquement, sur des choses qui sont réelles, mais qui sont mais d'autres que j'avais complètement occultées. Hein, parce que si je fais une coupe de mon cerveau pendant l'état amoureux, j'ai mis en sourdine comme au piano. Hein, j'ai Mmh. mis en sourdine mon esprit critique. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aimer euh, en voyant l'autre tel qu'il est, et donc en décidant de rendre l'autre encore meilleur, parce que moi-même je le mets en confiance, parce que je crée un terreau d'amour et que voilà. Mais aujourd'hui, en 2025, là, Aurélia, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'amour libère. En fait, l'amour, c'est pas être en fusion et ou au contraire être dans une monotonie. Moi, je vois parfois, là, j'accompagne une fille. euh, j'ai compris qu'au final, ce dont elle avait peur, c'était la monotonie, c'était l'ennui. Et donc, elle allait que vers des loulous qui étaient sympathiques, mais Mmh. qui la faisaient vibrer, mais qui n'avaient aucune consistance, qui lui arrivaient pas à la cheville, etc. Donc,
en sortant cette croyance-là que en fait, elle a peur dans une relation avec un homme bien, mais de très vite avoir une vie moins intense, et ben c'est magnifique de comprendre qu'en fait on se trompe complètement. Moi, ma vie depuis que je suis en couple, elle est plus intense. Elle est plus intense parce que je peux revenir comme un terreau d'amour m'abreuver et je peux aller très très loin, puissamment dans ma vie d'adulte, Mmh. de femme, d'amis, de fille de ma mère, de fille de mon père, de, de femme professionnelle, parce que en fait j'ai plein de puissance, parce que je me sens aimée. Et puis l'autre, il ne m'attache pas, parce que, parce que en l'occurrence, j'ai choisi quelqu'un pour qui la liberté est fondamentale. La fidélité est fondamentale, mais la liberté aussi. C'est-à-dire que si tu veux aller, toi, monter l'Annapurna, alors que moi j'adore la mer, va monter l'Annapurna. Et au Mmh. contraire, je vais t'aider à, à ton projet, à te mettre en confiance sur ton projet. Si tu veux monter cette start-up, on va parler ensemble parce que peut-être que financièrement, on va traverser une période trouble, mais comment je peux, moi, participer à la confiance pour que tu t'autorises à monter cette start-up ou je ne sais quoi d'autre, vous voyez. Mais en fait, le couple, il libère. En 2025, on n'a jamais été aussi ambitieux pour l'amour et on n'a jamais eu les conditions aussi belles et aussi réunies pour avoir une vie de couple de dingue. Regarde Mmh. où on vient. On vient du modèle patriarcal où on avait comme croyance qu'il fallait s'adapter à l'autre, où on avait comme croyance que, enfin voilà, chacun avait ses rôles. C'était pas cool. Là, aujourd'hui, on est sur un pied d'égalité. On a tous en soi cette notion de liberté. Voilà, on a envie de vibrer. On sait en fait, on peut complètement œuvrer pour que notre couple y vibre et reste vibrant. C'est génial. Je vous jure, Mmh. c'est génial. Parce qu'en fait, on est complètement responsable de la créativité de notre relation. Mmh. Et si on rencontre quelqu'un qui n'a pas du tout conscience de tout ça, c'est pas grave. On va le réveiller, on va lui expliquer, on va faire cette transmission d'éducation affective. Quand je vous parlais de ma Sonia, là, qui était tombée sur ce type qui lui disait moi, au bout de 6 mois, les femmes me quittent parce que je donne pas assez dans la relation, donc voilà, je préfère te prévenir. Ben non, il s'est transformé, le gars. Parce que en fait, ce qu'elle lui propose, cette Sonia, ben, c'est beaucoup plus joli que ce qu'il imaginait de la relation. Et les autres femmes, elles étaient volontaires, en fait. C'est juste qu'elles n'avaient pas les clés, parce qu'elles auraient pu être comme cette Sonia aussi. Vous Mmh. voyez? C'est juste qu'elles savaient pas faire, parce que c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas si simple. Mais c'est tout à fait possible. Voilà, bon, moi, c'est ma passion mais je l'explique bien là dans mon livre qui s'appelle Love Intelligence là chez Larousse. J'explique bien ce nouveau modèle. Vous voyez, aujourd'hui, le modèle patriarcal, il est bien derrière nous. Donc, ce qui se passe, c'est que on part d'une feuille blanche, donc on se prend les pieds dans le tapis parce que c'est un peu compliqué. Donc moi, j'essaye de poser quelles sont les 10 fondations de l'amour pour pas se prendre les pieds dans le tapis, pour faire un bon choix, pour faire progresser une relation, pour recréer de l'état amoureux dans son couple, parce que le modèle patriarcal, il était pas très bon, mais il avait un mérite, c'est qu'il posait un cadre. Et là, aujourd'hui, on est sans cadre, donc tout le monde a Mmh. ses repères, avec des parents divorcés parfois, avec un frère qui s'est fait tellement mal dans le lien, avec Mmh. des copines qui pleurent, voilà. Donc on a des repères qui sont pas bons. Avant, on avait le prêtre, le rabbin, on avait la grand-mère, voilà, on avait des associations, on parlait d'amour, des associations souvent chrétiennes ou même chez les musulmans, on parlait, vous voyez, enfin, et aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Moi, mes fameux 10 piliers, là, c'est vraiment construire sa colonne vertébrale et après, on peut aller très loin. On peut choisir qui on veut, mais au moins, on est, vous voyez, on va savoir aller traverser les enjeux qui vont se présenter. Alors du coup, j'ai 2 questions qui me viennent à l'esprit. C'est donc, de ce que tu dis, c'est qu'il faut pas attendre d'être, forcément bien avec soi pour se mettre en relation. C'est-à-dire que la relation va aussi guérir peut-être, Ah, Aurélia, alors ça, c'est mon grand combat. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Tu Mmh. vois, on peut pas attendre d'être bien. Parce que moi, dans mes accompagnements, et c'est comme ça aussi que je forme les coachs certifiés Love Intelligence, la clé de voûte, elle est là. C'est-à-dire que les femmes, elles vont en thérapie, ou les hommes, ils vont en thérapie en se disant, je manque de confiance en moi, j'ai besoin de travailler sur mes blessures, j'ai la blessure d'abandon, ou je sais pas quoi. Et ça mène quoi? Ça mène à des personnes qui traversent ces années avec de la thérapie, mais qui sont pas aimées pendant ce temps-là. Mmh.
Et en fait, qu'est-ce qui donne confiance en soi? C'est d'être aimé. Donc, vaut mieux travailler dans le lien. Nous, vous voyez, quand on fait un accompagnement de 6 mois, dès la première séance, on projette la personne dans la rencontre. Parce que ça sert à rien d'aller dire des trucs qui, de toute façon, sont pas incarnés. Donc, j'ai une blessure de l'abandon ou j'ai eu cette faille immense dans mon enfance et je préfère pas la transmettre à l'autre. Je la cache ou alors j'en parle mais mal, etc. Non, il y a, il y a, il y a justement comprendre comment je parle de ces moments difficiles ou de ces failles ou de ces blessures qui ont révélé une sensibilité de moi, qui m'ont construite en fait. Et donc, je peux pas les cacher. Et j'ai pas besoin de les réparer. Elles vont se réparer dans le lien. Parce qu'il n'y a pas plus fort qu'une relation de couple où quand on se sent aimé, peu à peu, notre blessure, elle va se réparer. Mais pour qu'elle se répare, il faut augurer la relation à un certain niveau de respect. Voilà, c'est pour ça que j'enjoins vraiment les gens soit à faire la masterclass à fond les tapins sur cette question de respect ou alors de lire le livre. Mais ne pas se sentir aimé et vouloir réparer ses blessures, c'est pas le gage d'aller réussir sa vie affective derrière. Parce que on a toujours des peurs. Moi, j'accompagne des gens qui ont parfois fait 3 ans, 10 ans ou plus de thérapie. Et ça leur a apporté des choses très saines, très bonnes. Mais sur l'affectif, ça les a pas débloqués. Au contraire, ça les a mis tellement dans une démarche introspective, tellement de connaissance de soi que de temps en temps, finalement, c'est ça qui les empêche de se laisser surprendre parce qu'ils ont beaucoup réfléchi. Et en fait, la connexion, elle n'est pas facile pour eux à établir. Elle n'est pas naturelle. Vous êtes une poupée russe qui, au début, quand vous avez 13 ans et demi ou 11 ans, vous savez établir la connexion émotionnelle avec presque n'importe qui parce que vous n'avez pas de contrôle. Donc ça, c'est en vous. Cette capacité à créer une connexion émotionnelle, elle est en vous. C'est dans votre ADN. Parce que de toute façon, vous devez vous reproduire. C'est la nature, c'est voilà. Et donc, nous, notre métier, c'est vraiment d'aller, vous voyez, dépouiller ces oripeaux de contrôle ou ces peurs. Parce qu'en fait, on l'a en soi. Hein. On n'a rien à, il n'y a rien à changer. Et toutes les blessures qu'on a traversées, elles sont très constitutives de notre personnalité. Donc, voilà. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça que ça marche. Parce que c'est souvent cette blessure-là qui est là où il y a tellement de lumière. Si vous saviez ce que je rencontre comme personnes qui ont vécu des traumas de dingue ou des histoires familiales, mais où on peut jeter l'opprobre, etc. Mais c'est justement là où il y a tellement de sens, tellement de merveille, tellement de justesse. Moi, je me souviens d'une séance où j'ai vu une fille qui m'a dit, au fait, ma psy m'a dit surtout, je parle pas de mon frère schizophrène. Et là, je lui ai dit, mais j'ai eu un éclair de lucidité. Je lui ai dit, Marie, je change son prénom, si vous ne parlez pas de votre frère schizophrène, vous ne serez jamais aimé. Et j'en étais convaincue. Parce que ça a été la pierre angulaire de sa vie pendant 15 ans. Donc, à un moment donné, on ne peut pas faire comme le nier, enfin, cacher une partie de sa vie, quoi. Mais alors, justement, par rapport, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Sonia dont tu parlais tout à l'heure. Ça m'a fait penser à ça, en fait, à la dépendance affective. Peut-être qu'en fait, c'est pas forcément. Alors, il y a des personnes qui vont avoir peur de l'amour, peur d'être blessées à nouveau, etc. Mais il y en a peut-être qui ont peur de se sentir étouffées et de finir dépendant d'une personne. Et justement, par rapport à ça, parce que dans le passé, c'était plus peut-être une dépendance financière, sociale. Aujourd'hui, c'est plus une dépendance affective, je trouve. Les personnes qui souffrent de dépendance affective, comment on peut les aider à vivre des relations plus choisies et épanouissantes, pour le coup. Alors, j'ai quand même envie de dire qu'attention, la dépendance affective, elle est quand même aussi assez inhérente à notre nature. C'est-à-dire que tomber amoureux, c'est se sentir dépendant. Hein. Donc, attention parfois à pas mettre de gros mots sur toutes les situations. Donc, là, être dépendant, se sentir dépendante affective, moi, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de bon sens parfois dans la dépendance affective qui est propre à l'état amoureux. Elle nous rend un peu chèvre, hein, l'état amoureux, il nous rend un peu chèvre. Hein. Bon. Voilà. Mais en revanche, c'est de se dire, j'établis ma ligne de respect. Je sens que je suis vraiment dans une relation où je me fais respecter et que j'ai quelques travers à vouloir un peu trop fusionner. Donc voilà, je me donne des limites, je me donne un espace-temps pour que ne pas trop enchaîner les périodes où on se voit, pour peut-être savoir raison garder sur certains mots qui vont peut-être dépasser ma pensée ou qui, oui, je les pense là, mais peut-être que j'ai besoin de les éprouver au fil des semaines. Et donc, je reste très fière de qui je suis en dehors de cette relation.
je défends bec et ongles mes positions tout le temps. C'est pas parce que je suis amoureuse ou je me sens dépendante de cette personne que je ne dois pas oser le confronter sur tout ce qui, sur toutes mes différences, je ne cherche pas à m'adapter à lui, je ne cherche pas à m'adapter à elle. Voilà, c'est ça, ne pas être dépendant affectif. C'est finalement oser être soi tout le temps et ne pas avoir peur de perdre le lien sous Mmh. prétexte qu'on s'affirme. Parce qu'à partir du moment où vous cherchez à vous adapter à l'autre, vous l'empêchez à un moment donné de vous aimer et il ne va plus vous aimer. Parce que la nature même de l'amour, c'est d'aimer un autre. C'est de faire un pas de côté Mmh. de soi. Donc si l'autre, il s'adapte tout le temps à nous, c'est comme s'il nous invitait à nous aimer nous-mêmes et ça. Mmh. Non, puis c'est pas très attirant même. De quoi? Mmh. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des enfants, en tout cas, un garçon, c'est sûr. Est-ce que, parmi, enfin, avec toute l'expérience que tu as sur les relations, amoureuses, est-ce que tu aurais, allez, 3 conseils, Bah, c'est de prendre conscience qu'on traverse un siècle absolument dingue sur les Mmh. relations amoureuses. On peut vraiment avoir, on est en France là, ou en tout cas en Europe, en Occident, on a une chance incroyable et on a voilà, la révolution sexuelle est derrière nous, les excès sont derrière nous. MeToo, balance ton porc, tout ça, ça recadre un peu, c'est pas aussi délétère que ce qu'on dit, mais il faut plonger quoi. Il faut Mmh. plonger, il faut aller la chercher sa vie affective. Vous voyez, moi en 22 ans de couple, bah, évidemment qu'on peut être attiré par d'autres, mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, il y a pas plus, il y a, c'est le chemin qui est tellement nourrissant. Donc, il faut y croire en l'amour. Et en fait, il faut juste être volontaire. Mmh. Il n'y a personne qui n'est pas doué d'amour. Moi, j'ai vu dans mon cabinet des gens qui n'y croient plus, mais en fait, ils sont nés pour aimer être aimés. Donc, voilà. On a tous c'est pas nos flammes jumelles ou quoi, on a tous quelqu'un qui peut nous aimer et que l'on peut aimer. Donc, faut prendre avoir la foi sur l'amour aujourd'hui parce qu'on a quand même une chance formidable. Voilà ce que je pourrais dire. Super. Bon, Ouais. bah, merci Florence, on termine sur une très jolie phrase. C'était hyper, intéressant, puis on aurait pu en parler encore des heures. Eh oui. Pour les personnes qui voudraient, te contacter, faire une séance avec toi, où est-ce que tu veux qu'on les, redirige? Eh ben, alors, pour faire une séance avec moi, je prends que les gens en présentiel sur Paris. OK. Donc là, ils vont sur Love Intelligence et à un moment donné, dans Love Intelligence, il y a prendre une séance avec Florence Escaravage. Ils peuvent me suivre aussi sur les réseaux sociaux à Florence Escaravage. Où moi, j'ai formé beaucoup de coachs Mmh. qui commencent à avoir pas mal d'expérience et on les retrouve sur le site Love Intelligence. Voilà, il y a un créneau, Calendly, ils choisissent le créneau qui va bien et ils auront leur séance. Et puis sinon, il y a un truc qui est vraiment super, qui existe depuis 2009, donc qui n'a été que enrichi et qui vaut pas très cher, c'est la masterclass là, pour les personnes célibataires ou la masterclass pour les personnes en couple. Ça vaut 39 euros pour l'un, 35 euros pour l'autre. Ça dure 3 mois minimum. Et là, c'est un travail qui provoque des déclics. Voilà, j'ai j'ai tout investi ce que je mets en coaching dans cette masterclass. Donc, s'il y a un petit truc à faire, c'est ça. Voilà, parce que tout le monde ne peut pas venir me voir sur Paris, je peux pas prendre forcément tout le monde, même si j'essaye de livrer des créneaux. Voilà, et puis sinon, il y a mon livre qui est sorti chez Larousse. Voilà, Aurélia. Et puis on peut aussi te retrouver sur l'émission de Faustine Bollert, ça commence aujourd'hui? Oui, on peut me retrouver, alors quand ça parle d'amour, il va Mmh. y en avoir là des émissions qui parlent d'amour, mais sur l'émission de 14h, France 2, Faustine Bollard, puis sinon je fais beaucoup d'interviews aussi, d'autres podcasts. OK, bon, bah, merci Florence, encore une Merci fois Aurélia, c'était super. et puis, à très vite. Super. À très vite. Au revoir.